L'actualité de l'été sur Public Sénat. Mesdames, Messieurs, chers amis, bonjour. Et chers amis qui êtes là à la tribune et qui allez débattre, merci d'être là. Rien ne pouvait me faire manquer ces rencontres annuelles de l'APA. Depuis leur création, elles ont pris de l'ampleur et de la force. Elles sont devenues un événement indispensable pour tous ceux qui ont encore confiance en l'avenir de l'audiovisuel, malgré l'avalanche de crises que nous connaissons en France et dans toute l'Europe. Depuis ce matin, d'après ce qui m'a été dit, la passion des débats reflète et dépasse les prévisions des inspirateurs de Fontainebleau, comme Jean-François Boyer, dont je tiens à saluer directement l'énergie, la ténacité, l'invention et surtout la résistance à tous les déboires. Mais il y en a, paraît-il, de moins en moins. Les crises, vos métiers en ont l'habitude. Ils naviguent et ils progressent d'écueil en écueil. Cette fois, toute l'Europe voit ou croit voir son industrie culturelle menacée. L'Europe est condamnée à une rigueur nécessaire, peut-être provisoire, à une gestion économe des deniers publics, et c'est vrai qu'elle est attaquée sur plusieurs fronts en ce moment. La montée en puissance des géants de l'Internet, avec les Google, Amazon, etc., l'absence de règles dans une jungle meurtrière, la dégringolade des recettes publicitaires, les effets de la réduction des dépenses publiques. Et en plus, ressurgit le dilemme de l'exception culturelle au cœur des négociations entre l'Europe et les États-Unis. Négociations conduites par la Commission de Bruxelles qui en a reçu le mandat. Et je tiens, pour ces raisons, à saluer son vice-président, Antonio Tajani, qui est ici avec nous. Je vous remercie de votre participation exceptionnelle à cette journée de la création télévision. La télévision, vous la suivez aussi, vous allez nous dire comment ou pourquoi. Depuis des années, il nous manquait un interlocuteur d'un certain niveau, de haut niveau. Je pense que cette fois-ci, et vous allez le remarquer autour du débat, on va l'avoir. Nous nous battions jusqu'ici contre un fantôme technocratique et anonyme. Je pense que grâce à vous, ce ne sera plus le cas. Et puis moi, je vous ai vu à l'œuvre. Vous êtes fidèle, Antonio Tajani, à votre réputation. Vous êtes un débatteur combatif, inventif. Ne me regardez pas comme ça avec crainte. Il n'y a aucune crainte. Et je sais que vous n'avez pas de crainte. Et ici, vous n'en aurez pas non plus, même si ça peut être animé. Et puis, vous n'avez pas l'habitude de mâcher vos mots. Et vous n'avez pas l'habitude de manquer d'initiative. Peut-être en aurez-vous aujourd'hui. Et vous avez à vos côtés, en face de vous, les plus importants diffuseurs. D'abord, Rémi Flimelin, le PDG de France Télévisions. Des producteurs, Mathieu Viala, Bénédicte Lesage. Ils représentent deux grands syndicats. Un grand, un moyen. Deux grands syndicats. Bon, enfin, chacun pense qu'il est le plus grand syndicat, comme d'habitude. Créateur et aide aux créateurs, Audrey Azoulay pour le CNC. Le patron du CNC, pour quelques semaines encore, n'a pas de rancune. Je crois qu'il est en Tunisie avec le président de la République, lui qui vient d'être remplacé. On en parlera tout à l'heure. Pour défendre les auteurs, Pascal Rogard, numéro 1 de la CACD. Claude Jort de l'Institut du cinéma danois. Merci d'être là. S'il y a des choses à prendre aux Français, si les Français peuvent inspirer, tant mieux. Pour les politiques, le sénateur de Paris, David Assouline, vous êtes vice-président de la commission culturelle du Sénat, porte-parole du PS. Vous avez des choses à faire en ce moment, hein. C'est dur, c'est dur. Mais ici, vous êtes à l'aise parce que nous n'allons pas parler de si fâchent la plupart de vos amis du Parti socialiste et qui, je peux vous le dire, dans l'ensemble, se planquent quand on cherche à les avoir pour telle ou telle matinale importante de radio, je peux vous le dire. Nathalie Kosciusko-Morizet, députée de l'Essonne, candidate à la mairie de Paris, on peut en parler. Si aucun responsable du gouvernement ne veut venir, pourquoi pas David Assouline. Non, on va voir. Peut-être ça dépendra de la franchise de vos réponses ici. Nathalie Kosciusko-Morizet, députée de l'Essonne, candidate à la mairie de Paris. On sait maintenant qu'elle sera candidate le 14e, c'est vrai? Voilà, ça a été annoncé aujourd'hui. Et elle affirme son intérêt pour l'audiovisuel, le numérique et tout ce qui est culturel et politique. Antonio Tajani, simplement quelques questions de mise en route. À Bruxelles, vos responsabilités portent sur l'industrie. En général, quand on parle d'industrie, on parle d'acier, de sidérurgie, de voitures.
Vous avez déjà beaucoup à faire. Mais le cinéma et la télévision, en quoi ça vous concerne? Bien sûr. Bonsoir à vous tous. Merci pour l'invitation. Comme je suis né à Rome, être dans les Colisée, pour moi, c'est très amusant. Donc, je suis prêt à me battre. Oui. Non, non. Pour moi, je pense que l'industrie, c'est pas seulement l'acier, c'est pas seulement l'automobile, c'est pas le chantier naval, c'est aussi le cinéma, l'audiovisuel. Voilà pourquoi je suis déjà en train de travailler pour soutenir ce secteur. Il y a quelques mois, j'ai déjà organisé un sommet avec les entreprises du cinéma à Bruxelles, avec ma collègue Vassilio, une table ronde de haut niveau pour discuter sur l'accès au financement. Il y avait aussi une dizaine d'entreprises qui travaillent dans le domaine du financement au cinéma et l'audiovisuel. Donc, je pense que ce secteur est crucial pour notre industrie. En quoi c'est crucial? Qu'est-ce que ça représente en poids économique? Bien sûr, on n'a plus de travailleurs dans le domaine de l'audiovisuel et du cinéma que dans le domaine de la chimie. Donc, regardez l'importance. Voilà, ce sont les travailleurs qui comptent. Hein. Est-ce que l'industrie audiovisuelle de l'Europe a une chance d'intéresser un jour la commission, on va dire Barroso, la commission de Bruxelles et les gouvernants de l'Europe? À quelles conditions elle peut assurer, pas sa survie, son développement? Attention, nous sommes en train de travailler pour soutenir ce secteur. Il y a déjà un livre vert, il y a un questionnaire ouvert jusqu'à la fin du mois d'août. On peut répondre aux questions qu'il y a dans ce livre vert qui a été présenté par ma collègue, Madame Cruz. Donc, tout le monde peut répondre, peut s'engager, peut dire la sienne. Moi, je veux dire seulement une chose. Aujourd'hui, si nous voulons défendre ce secteur, il faut essayer d'avoir des règles sérieuses pour empêcher à Google de faire ce qu'il veut. Quand on entend Google, on entend le général de Gaulle, donc justement on le soutient et ce sera en On contradiction. peut prononcer un... Google. Google, ah bien. Bon, allez-y. Bien, il faut avoir des règles claires parce qu'ils sont capables, c'est la vérité, mais ils ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent. Attention, qu'est-ce qui s'est passé à niveau de la finance quand il n'y avait pas de règles? Un désastre pour notre économie. S'il n'y aura pas de règles dans ce domaine, ce sera aussi un désastre pour l'audiovisuel et pour le cinéma européen. Voilà pourquoi il faut rester en garde, il faut s'engager pour avoir des règles. Moi, je ne suis pas contre. Mais je demande d'avoir des règles. C'est comme quand on va jouer au foot. Si vous jouez à Paris 11 contre 11, il faut aussi jouer aux États-Unis ou en Chine 11 contre 11, pas 9 contre 13. Mais on va voir donc, voilà. quelles règles, comment, si c'est possible, si vous parlez en votre nom. Alors, David Assouline, le budget de la culture et de la communication, parce qu'il faut bien commencer, a toujours été le parent pauvre des budgets. Pour 2014, vous l'amputez de 3% et peut-être un peu plus. C'est le budget, c'est l'écorché vif, un de plus. Il y avait l'écologie, il y a maintenant la culture. Oui, vous pouvez commencer le débat comme ça. Non, mais je peux aussi commencer en disant que la politique culturelle du Parti socialiste du gouvernement est formidable, elle a réussi, tout ce qu'elle a fait, toutes les nominations sont impeccables, les projets pour le cinéma et la télé. Bon, commençons autrement. Oui, et donc, plus près de la vérité. Et donc, puisque nous sommes à un moment où on discute de séries, de feuilletons, il y a une histoire. Il y a quelque chose sur lequel nous arrivons et nous essayons de gérer au mieux. Et ce qui a le plus fragilisé la création audiovisuelle, ses capacités d'investissement et sa stabilité. Ça a été une réforme qui, en supprimant la manne de la recette publicitaire du secteur audiovisuel public, a profondément déstabilisé les possibilités de financement des médias, l'audiovisuel public, qui à 60% finance la création audiovisuelle française, toute seule. Et donc, c'est bien dans ce contexte que, pour le sujet qui nous concerne, eh bien, nous avons à essayer, au contraire, de recréer une stabilité du financement de l'audiovisuel. Et en particulier, l'année dernière, je me suis pas mal mouillé, pas mal investi dans un débat qui paraissait clos jusqu'à ce moment-là. On était ensemble ici. Pour le financement de l'audiovisuel public, notamment par la redevance et la contribution, plutôt on devrait l'appeler comme ça,
qui permet cette stabilisation et financer notamment ce trou qui avait été créé par la réforme. Et là où quelqu'un avait dit, moi, vivant, la contribution, la redevance n'augmenterait pas d'1 euro supplémentaire, l'année dernière, nous l'avons augmenté de 4 euros, ce qui signifie 100 millions, plus 50 millions d'indexation sur le coût de la vie, 2 euros de plus. Et ça a permis, en tous les cas, pour France Télévisions, de regarder l'année qui vient de s'écouler, et y compris, puisque c'est une recette dynamique, les années qui viennent de façon moins, disons, catastrophique. Il ne faut pas s'inquiéter, la personne qui a dit ça est toujours vivante, mais heureusement, l'audiovisuel public est vivant parce que nous avons dérogé à ce principe de base. Donc voilà, vous pouvez parler en général, le budget de la culture, il y a des priorités qui ont été maintenues, il y a globalement une gestion très... et vous aurez été le premier d'ailleurs à introduire en disant les socialistes ne savent pas gérer, si on était à laisser le déficit s'accroître, comme il l'a été précédemment, 600 milliards en 5 ans. Et donc nous essayons de faire que la charge ne pèse pas sur les générations suivantes, et partout il y a un certain nombre de réductions. Sur le budget de la culture, je me battrai toujours pour qu'il ne soit pas amputé, parce que pour moi la culture c'est la société de demain et c'est celle que l'on construit. Mais pourquoi vous ne vous battez pas déjà? Non, mais ce n'est pas une question de pourcentage. C'est une question, je l'ai dit concrètement, en tous les cas, pour la création audiovisuelle, on a fait les choses, on les fait et on continuera à les faire. Et, et dans le passé, une présentation autosatisfaite, on va voir avec les producteurs, les diffuseurs, Monsieur El Kabbach, vous êtes un journaliste, mais vous avez exprimé un point de vue. Et je ne pense pas que vous avez ouvert les autres débats de ce type il y a 2 ans, de cette façon-là, et je vous le dis, pour ce qui concerne l'audiovisuel, c'est très clair, c'est les actes, et notamment l'acte que nous avons posé, qui a permis à France Télévisions et à son PDG d'avoir 100 millions de plus dans les caisses cette année pour pouvoir faire face, et notamment permettre que la création audiovisuelle tienne le coup cette année, et on va continuer. Alors on va demander à Rémi Flimet, vous tenez le coup avec les 100 millions qu'ils vous ont donnés, ou qu'ils vont vous donner, ou qu'ils vous promettent? Est-ce que vous n'en attendez pas davantage? Alors, peut-être 2 choses. D'abord, évidemment, le fait que la redevance ait retrouvé une certaine dynamique est absolument essentiel. Et c'est essentiel parce que si nous avions, depuis 10 ans, simplement indexé la redevance de la manière dont le coût de la vie a évolué, cette redevance aujourd'hui aurait un rendement globalement entre 150 et 200 millions de plus que ce qu'elle a comme rendement aujourd'hui. Donc il était essentiel, comme ça existe partout en Europe, que cette redevance évolue à nouveau. Donc c'est un point extrêmement important. Après, la fragilité de notre financement vient de ce qu'une partie de nos ressources est dans le budget de l'État. C'était la fameuse compensation de l'arrêt de la pub. Alors en substance, c'était 450 millions soi-disant sacralisés ou sanctuarisés. Ces 250 millions cette année sont devenus 220, donc en réalité 230 en moins. On a bien eu une centaine de millions grâce à l'augmentation de la redevance. Il n'en demeure pas moins qu'on a 100 millions qui nous manquent. Qu'est-ce qu'on vous a demandé de faire en contrepartie comme réforme interne? Alors, les réformes internes que nous faisons en contrepartie sont aujourd'hui la constitution de l'entreprise unique, et nous avons avancé et nous avons signé il y a quelques semaines un accord historique qui est un accord de refondation sociale de l'entreprise signé par tous les syndicats, ce qui va nous permettre de rationaliser. Nous avons rapproché les rédactions de la 2 ou de la 3, qui était un projet mythique que personne ne voulait faire. Vous avez commencé ou vous avez fini de le faire? Nous sommes en train de le faire. Les choses ne se font pas du jour au lendemain, mais on a beaucoup avancé déjà. Nous sommes en train de rationaliser l'ensemble de la politique d'achat de la maison avec des économies extrêmement sensibles. Pour autant, ce qui est fondamental, c'est aujourd'hui de bien nous concentrer sur nos missions, qui sont au nombre de 3. C'est évidemment l'information, une information de référence, une information qui permette à la démocratie de vivre dans notre pays. C'est évidemment tout ce qui est lié à la création, et on pourra y revenir, parce que la création, c'est ce qui fait l'expression d'une collectivité française ou européenne. Et puis, c'est toutes les missions liées à la proximité, où seul le service public peut, en métropole ou outre-mer, agir. Alors aujourd'hui, il faut donner un coup de chapeau à France Télévisions, parce que c'est vrai que vous consacrez 50% des investissements de toutes les chaînes françaises à la fiction.
certes, elles en voudraient davantage, mais 50%, c'est-à-dire 250 millions, déjà pour Bruxelles. Et c'est vrai que si vous aviez une stabilité financière, peut-être que vous pourrez les aider davantage. Et comme il vous est demandé de réduire les hiérarchies France Télévisions, les administrations et les effectifs, si vous réussissez à le faire, Rémi Flimelin, on peut penser que vous aurez plus de marge pour les créateurs et les artistes. C'est fondamental. C'est-à-dire qu'il faut que nous puissions, mais nous sommes en train de le faire. Mais ce qui m'a frappé, c'est que depuis tout à l'heure, quand vous avez expliqué ce que vous êtes en train de faire, vous dites, le mot qui est revenu le plus, c'est rationaliser. Oui. Qu'est-ce que ça devait être irrationnel avant ? Non, ça veut dire qu'aujourd'hui, il y avait 5 sociétés, que ces 5 sociétés sont devenues une seule, que toutes les fusions industrielles dans le monde sont des fusions qui demandent du temps, que toutes les fusions industrielles dans le monde sont des fusions qui, dans un premier temps, coûtent. Nous sommes en train d'avancer de façon extrêmement importante. Et puis, je dois dire que les nouvelles technologies, la capacité aujourd'hui à nous organiser différemment, le fait aujourd'hui, je vous donne un exemple, que la 4G commence à se développer et que nous avons sur le terrain des équipes qui partent avec des caméras 4G, eh bien, ça vous permet de rationaliser, de faire des économies, de faire des gains de productivité. Nathalie Kosciusko-Morizet. Vous avez entendu David Assouline à côté de vous, le président. Sur le moment, comment vous répondez ? Ça me surprendrait que vous n'ayez pas envie de leur dire peut-être ce qui vous semble être votre propre vérité. Bon, écoutez, il est dans une situation délicate, moins 3% du budget de la culture, alors qu'il y a encore moins de 2 ans, dans la primaire socialiste, un des candidats annonçait qu'il voulait, je crois, le doubler. Martine Aubry avait dit sur Europe 1, au cours d'un grand rendez-vous l'été en direct d'Avignon, que si elle arrivait aux responsabilités, elle augmenterait le budget de la culture de 30%. Et c'est vrai qu'elle n'était pas c'était 30%. aux responsabilités. Enfin, de toute façon, entre 30% et moins 3, voilà. Donc, bon, mais moi, ce n'est pas tellement ça qui m'intéresse, c'est la suite, c'est qu'est-ce qu'on fait maintenant. Je suis heureuse d'abord que, finalement, la taxe sur les opérateurs télécoms, qui permet de financer la création, ait été validée. Et je suis sûre que le camarade du Parti socialiste, parce que le Parti socialiste avait à l'époque quand même beaucoup critiqué, et on avait l'impression qu'on comptait presque sur Bruxelles pour la faire annuler, ce qui aurait été un problème considérable pour tous les créateurs. Je suis sûre que finalement il s'en réjouit, parce que c'est autant de centaines de millions d'euros qu'il n'y aurait pas à rembourser. Mais la question, encore une fois, c'est qu'est-ce qu'on fait, et qu'est-ce qu'on fait pour faire vivre cette exception culturelle pour laquelle nous nous battons tous ici, pour laquelle je rends hommage au commissaire Tajani, parce qu'il s'est battu pour elle aussi, pas forcément de façon évidente au sein d'une commission qui n'était pas majoritairement acquis initialement à ce projet. Et qu'est-ce qu'on en fait maintenant ? Je voudrais dire un mot sur l'exception culturelle. Pour moi, c'est la vitalité de l'identité. C'est tout sauf un sujet strictement patrimonial. Et ce n'est pas conservateur. Pardon, je fais une réponse lointaine au président de la Commission, mais ce n'est pas conservateur. C'est conservateur si on veut l'enfermer, comme l'a fait le président Hollande, dans une déclaration, je pense, un peu maladroite, dans une vision patrimoniale. C'est pas patrimonial, c'est pas que patrimonial, c'est pas essentiellement patrimonial. L'exception culturelle, c'est une vision d'avenir de la culture, une vision d'ailleurs qui participe de votre réponse tout à l'heure sur l'industrie culturelle. C'est le plus souvent interprété. Et José Manuel Barroso avait déclenché une polémique Maus en reprochant aux adversaires de la mondialisation d'être des réactionnaires. Et pour être honnête, le président Barroso s'est dit favorable comme défenseur de l'exception culturelle un matin en direct de Bruxelles avec Europe 1. C'est vrai, avec moi, donc je l'ai entendu le dire le 15 mai, quelques heures avant qu'il reçoive le président de la République. Il avait repris un propos sévère. On va y arriver, Pascal, de Pascal Lamy, patron de l'OMC, et qu'il avait réitéré sur Europe 1, où il avait dit « La démondialisation est un concept réactionnaire », et Pascal Lamy avait ajouté « Un démondialisateur, aujourd'hui, est un ringard ». Alors, Jean-Pierre Cabache, on ne peut pas l'absoudre totalement du fait qu'il l'ait fait sur Europe 1. Mais je veux qu'on soit plus près de la vérité, au-delà des débats qui sont parfois caricaturaux. Notre rôle, c'est de donner tous les éléments en essayant de nous rapprocher le plus possible des faits. Pascal Rogard, est-ce que vous pouvez regarder les yeux et les mains d'Antonio Tajani? Est-ce que vous le prenez pour un étrangleur? Vous qui avez récemment comparé les commissaires de Bruxelles dans votre blog à des étrangleurs. Il a une tête d'étrangleur? Non, mais lui,
il est le visage avenant de la Commission européenne. Il fait partie. Attendez, il fait partie des 3 commissaires, et je cite leur nom, M. Tajani, qui est ici présent, Mme Vassiliou et Michel Barnier, qui ont sauvé l'honneur de la Commission, en défendant la non-inclusion des services audiovisuels dans la négociation commerciale transatlantique. Et pourquoi sauver l'honneur, M. El Kabbach? Attendez, pourquoi sauver l'honneur? Parce qu'il y a 7-8 ans, M. Barroso signait en grande pompe la Convention UNESCO sur la diversité culturelle, qui prévoit expressément qu'on ne mélange pas la culture aux négociations commerciales. Et pourquoi sauver l'honneur? Parce que l'inclusion, c'était uniquement pour appâter les Américains dans la négociation et nous échanger contre les services financiers, les transports maritimes ou autres délicieuses friandises. Voilà. On progresse jusqu'ici. Est-ce que les créateurs français ont perdu au change avec l'Europe? Ah oui. L'Europe actuelle. Moi, attendez, j'étais il y a 20 ans européen convaincu, à l'époque où Jacques Delors présidait la Commission européenne. Et je me souviens très bien qu'on parlait déjà des négociations commerciales. On avait contre nous le Guegut de l'époque qui s'appelait Léon Brittan, qui était anglais, donc peut-être encore pire que le flamand, et qui voulait nous négocier. Et on avait comme président de la Commission européenne un homme d'État, il s'appelait Jacques Delors, et il a très clairement dit on ne mélange pas la culture et le commerce. Bon. Ben, c'est ce qui a été dit quelquefois. Non, attendez. Adressez-vous directement à lui. Qu'est-ce que vous avez envie d'entendre de sa part? Allez, lui, il le sait puisqu'il a voté contre. Il a voté contre. Donc il mène le même combat que vous? Il mène le même combat que moi en interne à la Commission. Il a été battu parce qu'il n'était que 3 contre je ne sais plus combien. Voilà, c'est tout. Alors, il a succombé sous le nombre. Ça, vous baissez les bras. Non, je ne baisse pas les bras d'ailleurs. Vous lui donnez on le a mandat gagné. de continuer Mais non, comme il a fait à vous défendre. Excusez-moi Jean-Pierre, on a gagné. On a gagné parce que le Parlement européen, qui est l'élu, a voté l'exception culturelle et que derrière le Conseil des ministres a aussi décidé que l'audiovisuel serait exclu des négociations. Et j'ai été extrêmement choqué, non pas par les propos de M. Barroso sur les réactionnaires, mais par le fait que le soir même où la décision a été prise par le Conseil des ministres, M. De Gucht, le commissaire flamand au commerce, dise « non, on discutera quand même audiovisuel avec les Américains ». Ça ne m'a pas plu du tout. Oui, David Assouline, puis Antonio. Oui, sur ce débat, parce que vous aurez pu d'ailleurs introduire par là, puisqu'on doit parler d'Europe, et que je veux juste rappeler que ça a été un mouvement d'abord enclenché par les créateurs eux-mêmes, avec un gouvernement qui a mouillé la chemise. Aurélie Filippetti a réussi à convaincre 17 de ses collègues à faire même une lettre commune, ministre des Affaires culturelles de 17 pays d'Europe, pour pouvoir peser. Le président de la République est monté en première ligne et directement à M. Barroso pour dire quelque chose d'important. C'est que la droite... non, ce qui est important, c'est pas la droite. Non. Si. Est-ce que vous vouliez être assis côte à côte, vous le payez. Pour dire quelque chose d'important, je vais dire aussi quelque chose sur la droite. C'est pour ça, deux idées se sont mélangées dans ma tête. Que le droit de veto serait apposé par la France. Et ça pèse quand on va à ce niveau et quand on pose l'enjeu à ce niveau. David. Je veux aussi enlever une insinuation, mais Madame Kosciusko-Morizet fonctionne souvent comme ça, par insinuation, sur le fait qu'elle se demandait si, bien sûr, j'allais me réjouir du fait que nous ayons gagné, la France a gagné devant la Cour de justice européenne en appel, et fait que 250 millions d'euros que nous aurions dû ne plus avoir et rembourser 1 milliard et plus aux opérateurs si nous avions été condamnés. Bien sûr que je m'en réjouis, je me suis même battu, et ce sont les pouvoirs publics français actuels qui ont plaidé et qui ont gagné en appel alors que nous avions été condamnés jusqu'à présent. Donc mettre en doute le fait qu'on pourrait ne pas se réjouir, non, c'est une taxe en soi qui est venue pour compenser des recettes publicitaires. Mais je rappelle, oui, si vous voulez, je veux juste rappeler que à la base, pour la création audiovisuelle, c'est-à-dire concrètement, quand on parle de budget pour le financement de France Télévisions et du service public de l'audiovisuel, l'élément de déstabilisation majeur, puisqu'il s'agissait de 450 millions d'euros et que cette taxe ne venait qu'à 250 millions d'euros, a été enlevé par une réforme faite
par le gouvernement précédent et Nicolas Sarkozy, en plus dépendance financière de la dépendance politique par le mode de nomination. Et donc je veux juste qu'on pose les cadres pour comprendre qu'on est dans des difficultés, qu'on est en train de réparer les choses, et on les répare avec beaucoup d'audace. Bon, alors d'abord Nathalie, mais moi je veux qu'on prenne les problèmes à un autre niveau. Allez vite, et puis liquidez vos histoires. La gauche avait attaqué cette taxe, finalement elle la défend. Moi je trouve que c'est une bonne chose. Moi, je trouve que c'est une bonne chose parce que ça permet de maintenir le financement des industries culturelles à un haut niveau. Mais je voudrais dire une chose. L'exception culturelle, c'est bien que ce soit un sujet d'unité nationale, qu'il y ait un front commun là-dessus. Et encore une fois, je rends hommage à ceux des voisins européens qui ont soutenu qu'ils étaient dans la situation de commissaire ou dans la situation de ministre. La question, cependant, c'est qu'est-ce qu'on en fait? Parce que l'exception culturelle, c'est pour faire vivre la création. Voilà, comment vit la création. Et donc, derrière, il y a une question subsidiaire qui est, s'il y a moins 3% sur le budget, ils sont où les moins 3%? Parce que quand on parle des moins X%, vous voyez, c'est un peu abstrait. Moins X%, ça ne dit pas où, ça ne dit pas qui, ça ne dit pas comment. Et donc, c'est pas là, mais c'est où? Donc, il faut préciser. Encore une question à David Assouline. L'exception culturelle française ou italienne, évidemment, il faut les défendre avec férocité. On a eu quelques cas ici et puis à Bruxelles. Mais en même temps, est-ce que les gouvernements ne sont pas obligés, j'ai la question que je vous pose à tous les deux, de tenir compte quelquefois d'autres grands secteurs économiques dont l'emploi serait menacé? Je ne parle pas seulement de l'acier et des voitures. Peut-être aussi les produits agricoles et l'agroalimentaire, peut-être aussi la défense, les industries de défense. Est-ce que vous vous enfermez dans l'exception culturelle qui est à part, qu'il faut traiter, pas comme on traite le reste des choses, mais est-ce que vous avez quelquefois une vision globale de ce qu'est l'économie mondiale et ouverte d'aujourd'hui? Non, mais moi, je voudrais juste répondre que les Américains, ils ont leur exception culturelle, ça s'appelle l'exception bancaire. C'est-à-dire qu'ils ont refusé de mettre dans la négociation commerciale transatlantique les règles prudentielles qu'ils avaient changées pour pénaliser les banques européennes. Donc, quand M. Barroso a dit que tout devait être sur la table, il a menti, parce que pour les Américains, il y a des secteurs qui n'étaient pas sur la table. Donc, les gouvernements doivent se battre pour que tout soit sur la table. Et une dernière remarque avant d'entendre Tajani. Pourquoi vivre comme ça dans la peur, Pascal Rogard? Pourquoi pas donner envie aux Américains de nous écouter, de nous regarder, peut-être de créer avec nous, et comme on le fait quelquefois, de les inspirer? Mais attendez, d'abord les Américains, ce ne sont pas les mêmes Américains. Il y a 20 ans, nos adversaires, c'était Jack Valenti, c'était Hollywood. Ils voulaient protéger la production américaine et éviter les quotas en Europe. Maintenant, nos adversaires, on en a parlé, ce sont les grandes multinationales américaines qui, devant l'incapacité de l'Europe de s'organiser et d'organiser une véritable fiscalité, s'installent dans des pays où il n'y a pas de contraintes, et en particulier de contraintes fiscales, ce qui fait que les citoyens de chaque pays européen payent plus d'impôts et eux n'en payent pas, ce qui fait qu'Apple accumule 140 milliards de dollars, monsieur Cabach, aux îles Vierges. Bon, et que propose la Commission pour ça? Tiens, ça m'intéresse. La réponse de Tajani. Moi, je dis, le débat, exception culturelle, oui ou non, c'est un débat du passé. Maintenant, l'exception culturelle n'est pas dans le mandat. Maintenant, je pense qu'il faut défendre l'industrie européenne dans ce débat avec les Américains. L'accord commercial sera quelque chose de positif pour notre économie, mais il faut, dans ces moments, nous engager tous ensemble pour défendre aussi l'industrie de l'audiovisuel. Donc, j'ai insisté sur la question, il faut des règles à niveau fiscal, à niveau de contrôle de ce qui se passe en Internet. Est-ce que vous pouvez préciser ce que vous voulez dire, les règles? Qu'est-ce que ça veut dire? Que Google et d'autres payent des impôts? Bien sûr, mais il faut aussi avoir des contrôles. Je fais un exemple. S'il y a un film à la télévision française un petit peu hard à 8 heures du soir, il y a des réactions, aussi des sanctions. Si vous entrez en Google, vous pouvez regarder tout ce que vous voulez. Donc, il n'y a pas la même règle, le level playing field, c'est une règle fondamentale. Voilà pourquoi j'insiste, il faut répondre au livre vert, aux questions qu'on a posées du côté de la Commission sur ces sujets. Et j'ai conclu. Je veux dire une chose. Je veux défendre le président de la Commission, parce que ma position est très claire. Il y a eu des malentendus. Barroso a toujours défendu l'exception culturelle. Aussi, quand moi j'accepte, quand la majorité de mes collègues
partage une position, et moi je suis une minorité, j'accepte. Mais Barroso, aussi quand l'exception culturelle était dans le mandat, c'est-à-dire avant d'avoir le débat au Conseil, il a toujours dit qu'il avait un fil rouge qui défendait l'exception culturelle. Il a rencontré. Non, moi, je dois dire la vérité, parce que et je dois dire qu'il n'est pas quelqu'un qui est contre la France, il est quelqu'un qui est francophone et quelqu'un qui a toujours défendu la France. Mais attention, il y a eu un malentendu sur cette entrevue, parce que je suis journaliste. Quand on fait les résumés, on peut dire monsieur a dit comme ça, mais c'était un discours plus compliqué. Il est comme ça un peu. Donc, non, mais moi, je dois dire, et je dois être sincère, parce que comme j'ai défendu l'exception culturelle d'une façon forte aussi dans les collèges, je dois dire de la même façon forte que Barroso n'est pas quelqu'un qui est contre la France. Il faut le dire parce que je dois être loyal avec lui. Bon, et après, Google, bon, on a vu ce qu'est Google. Il faut avoir des règles et des règles. Des règles, vous dites les impôts. Où sont installés les serveurs de Google? Aux États-Unis. Bon, voilà. Facebook aussi. Ensuite, est-ce qu'il n'y a pas à s'interroger aussi sur le rôle de Google et d'autres, sur tous les problèmes liés, je ne veux pas dire à l'espionnage, mais à l'écoute des autres, etc. Hein? Donc, vous travaillez dans un secteur et vous pouvez gagner deux défis, l'espionnage et la défense de l'exception culturelle. Non, mais Google, excusez-moi, ce n'est pas les États-Unis, c'est un pays européen, ça s'appelle l'Irlande. Un pays qui pratique l'attractivité fiscale et qu'on a aidé. Booking, par exemple, je ne parle pas de culture. Vous savez où est situé le site Booking? Vous savez, de réservation hôtelière, dans un pays charmant pour les impôts aussi, ça s'appelle Malte. Vous voyez, vous saviez ça? Donc, mais la tête est là-bas. Alors, que pense-t-on quand on représente le CNC? Audrey Azoulay et l'État. Voilà. J'ai oublié de dire qu'il y a deux enquêtes de la Commission européenne sur ces sujets. Une enquête pour ce qui concerne la position dominante et une enquête pour ce qui concerne les aides d'État. Donc, sur ces amis américains, la Commission est en train de regarder, il y aura des décisions. Hein. Peut-être justement pour parler des aides d'État, parce que là on a parlé de l'exception culturelle qui n'est pas du tout un problème français, je pense que notre ami danois pourra aussi en parler, ce n'est pas un sujet français et ni un sujet personnel. Sur les aides d'État en général, c'est vrai qu'on a eu des difficultés avec la Commission européenne dans ces dernières années, je pense pour deux raisons et au moins sur deux sujets. Les deux raisons, c'est que notre politique justement elle est culturelle mais aussi industrielle. Et ça, c'est quelque chose qui ne rentre pas facilement dans les critères d'examen des aides d'État tels que pratiqués par la Commission européenne. Donc c'est un premier sujet. Le deuxième sujet, c'est que dans le droit communautaire, le principe, c'est le marché unique, et la dérogation, l'exception, c'est les aides pour favoriser la diversité culturelle. Et donc à chaque fois, on doit convaincre, justifier, avoir des autorisations préalables pour que les États puissent avoir des politiques de soutien. Donc la première chose, ce serait déjà de laisser les États qui le souhaitent, comme la France le souhaite, développer ces politiques de soutien et parfois les moderniser. Parce que vous avez évoqué la taxe sur les opérateurs de communication électronique. Il y a un sujet qui est très lié à ça, qui est la taxe sur la distribution de services de télévision, qui a été votée dans une forme modernisée en 2011 par le Parlement européen, mais qui n'a pas pu être mise en œuvre, justement parce que la Commission européenne nous a opposé la même directive télécom qu'elle opposait à la taxe sur les opérateurs de communication électronique. Alors maintenant, ça vient d'être jugé par la Cour de justice, et c'est vrai qu'on va maintenant pouvoir avancer, mais on a perdu beaucoup de temps. Et d'argent. 60 millions d'euros, m'a-t-on dit, qui n'ont pas été à la création à cause de l'attitude de la Commission. Directement Antonio Tajani. Voilà, Qu'est-ce que vous lui demandez? Je finis Parce juste. transmettra. J'avais deux sujets, mais c'est les sujets sur lesquels on discute avec la Commission. Le dialogue n'est pas fermé. Et il y a un deuxième dialogue en cours qui est très important. Sur les aides d'État. Qui s'appelle la communication cinéma, mais qui vise aussi l'audiovisuel, qui est la doctrine à l'aune de laquelle la Commission européenne examine les aides des États. Le livre vert. Non, pas le livre vert. La communication. Voilà, pas le mais livre vert. il y a aussi la proposition qui sera présentée en septembre, à fin de septembre, sur les aides d'État. Donc c'est bien ça dont je parle. La proposition de M. Almouni, mais le débat est en cours. Donc. Le débat est en cours, justement, mais c'est pour ça qu'on en parle. Le débat est en cours. Je suis ici pour vous écouter, voilà. bien donc, sûr. Peut-être pour entendre... Non, il écoute. Ce que vous dites avoir fait, vous commencez à faire sur le cinéma. Pourquoi vous ne le faites pas sur la télévision et
et Je suis tous ces prêt à le faire. développements. Voilà ceux qui ont participé au sommet sur le cinéma. Il y avait aussi des entreprises qui travaillent pour l'accès au financement pour l'audiovisuel. Je suis prêt à organiser un sommet pareil à Bruxelles. Non, alors, Avec la télévision, l'audiovisuel, avec l'industrie, c'est pas un problème. Répétez-le, développez-le et vous réagissez. Parce que Pascal, vous bavardiez à côté, vous ne l'avez pas entendu. Vous l'avez entendu? Alors allez-y, oui. Non, sur les aides. Tajani, allez-y si vous voulez. le sommet, qu'est-ce qu'il y aurait dans ce sommet? Et on va évaluer la situation, on peut parler de l'accès au financement. Attention, il y aura 1 milliard d'euros dans les prochaines perspectives financières pour aider la culture, aussi l'audiovisuel, le cinéma. Il y aura aussi la possibilité d'utiliser le paquet COSME, 2 milliards et quelque chose, pour les petites et moyennes entreprises. Donc aussi les entreprises qui travaillent dans les petites et moyennes, qui travaillent dans le domaine de l'audiovisuel du cinéma, pourront utiliser aussi le paquet COSME. Ce sont 2 milliards et quelque chose, et il y a 1 milliard seulement pour l'activité culturelle. Donc, c'est l'ancien programme MEDEA et avec d'autres choses. Beaucoup plus d'argent. On parle de deux choses différentes. Il y a ce que l'Europe peut faire à travers le programme MEDEA, ce dont vous parlez, qui est une chose. Il y a ce que la Commission laisse faire aux États dans ses propres systèmes. Et c'est ça, en ce moment, qui est en cause à travers la communication cinéma, et dont on discute en ce moment. Non, nous, ce qu'on demande, c'est une chose assez simple, c'est que, vis-à-vis de la culture, la Commission européenne soit un partenaire et pas un adversaire. La communication cinéma, c'est un bon exemple. Ça a été fait par 2 personnalités européennes totalement minables. Mario Monti, vous connaissez, il était Premier ministre en Italie, et Viviane Reding. Ils ont décidé des règles qui permettent, dans le cadre du droit européen, un certain nombre de territorialisations. Et maintenant, tout est remis en cause, et on veut appliquer au cinéma, à la culture, la doctrine du plombier polonais. C'est quand même un peu excessif, je trouve. Bon, mais il y a eu des propositions. Alors, notre ami ça se passe Klaus, très mal, Jean-Pierre. Voilà. Actuellement, je suis désolé, avec la Commission européenne, tout se passe mal. Je l'avais compris. Hein. Et ça se traduira, parce que ce n'est pas simplement pour le secteur de la culture. Malheureusement, ceux qui ne soutiendront pas l'Europe aux prochaines élections européennes auront plus de chances d'avoir des voix que ceux qui défendent l'Europe. Et donc il y a tout un projet et un combat mené pour les partis politiques, les gouvernants et aussi la Commission Bruxelles qui a en France, et peut-être pas seulement en France, une assez mauvaise réputation. Elle manque d'initiative, elle manque d'existence, elle n'a pas de visage, etc. Il est bon, et encore une fois merci, et je fais comme Nathalie, je vous rends hommage d'être là, vous prenez tout dans la figure, mais vous transmettez, et on transmettrez. Jean-Pierre, M. Tajani n'est pas en cause, c'est un de ceux qui ont défendu la culture au sein de la Commission. Et qui continuera. Il a un visage très avenant. Non, mais il faut le dire clairement, on engueule toujours les présents pour les absents. Donc là, on a l'air d'engueuler. Je suis aussi le vice-président de la Commission, c'est correct. Le vice-président. Lui, il a voté pour l'exception culturelle, il était minoritaire, on apprécie, on lui dit quand même. Je veux dire, on lui dit. Il faut quand même, il y a une chose qui n'est pas évoquée directement, parce que finalement, c'est vrai que l'investissement prévu, vous parlez du milliard, etc., c'est un vrai effort. Mais finalement, c'est quelque chose qui vient compenser quelque chose qui serait plus facile, c'est de faire qu'il y ait des règles. C'est-à-dire que si on fait payer, parce que le budget européen, c'est les États européens qui le payent, et même ce milliard, c'est l'Europe encore qui le paye. Par contre, le fait que ces sociétés américaines, notamment Google, etc., échappent à une fiscalité, et c'est eux qui devraient payer, ça, c'est l'avenir. C'est ce qu'il vient de dire, et c'est bien qu'il y ait le soutien, et que maintenant il faut passer à l'acte. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi... Je peux dire un mot là-dessus ? Les négociations entre l'Europe et les États-Unis, elles vont commencer. Je sais que certains gouvernants auraient préféré qu'on suspende les négociations entre l'Europe et les États-Unis. Finalement, c'est tout rallié à ce que proposait Mme Merkel, qu'il n'y ait pas de retard, qu'on traite tout de suite tous les problèmes. Et est-ce que vous êtes sûr que là, l'exception culturelle française, peut-être européenne, sera mise de côté, vous? Oui, je pense que ce débat est un débat du passé. Maintenant, il faut essayer de gagner un bon accord, bon pour l'industrie européenne, bon pour notre économie. Pour ce qui concerne les aides d'État, alors il faut avoir un grand débat sur la politique de la concurrence, parce que nous avons aujourd'hui des règles, et c'est ma position, encore une fois personnelle, de 1957,
quand il y avait une compétition à l'intérieur de l'Union européenne. Aujourd'hui, il y a une compétition globale, donc il faut changer les règles sur la concurrence. Donc essayer d'avoir la possibilité de nous battre à niveau global. Il faut avoir 2 champions européens capables de se battre et de gagner le défi à niveau de la qualité. Voilà pourquoi je pense qu'il faut changer aussi les règles de la concurrence. Mais ce débat sur les aides d'État, c'est un débat pour changer les règles sur la concurrence. Bien, il y a des positions différentes. La concurrence et y faire faites face. Écouter votre voix. Moi j'ai bien écouté ce que vous dites et je serai votre porte-parole parce que je pense que dans ce domaine, il faut s'engager pour défendre la compétitivité de nos entreprises à niveau global. Il y avait 50 ans, la compétition était entre la France, l'Italie, l'Allemagne, la Belgique. Aujourd'hui, la compétition est entre l'Europe, les États-Unis, l'Inde, la Chine, la Russie. Voilà pourquoi il faut changer les règles. Oui. Et puis, ça permettra peut-être de voir qu'en France, les chaînes, les grandes télévisions françaises n'offriront pas en prime time 3, 4, 5 fois par semaine, en prime time, des séries américaines. On s'en accommode, on gueule contre les Américains, on proteste, et en même temps, on offre aux Français des vieilles séries américaines qu'on achète pas toujours dans le service public. Non, mais mais je dépasse, pardon. Hein, là-dessus, juste un point. On parle des conditions de concurrence et on parle de ces règles qui sont fondamentales, mais ça ne doit pas masquer le fait qu'évidemment, notre capacité à créer, à nous développer et demain à imposer des modèles de création, et derrière les modèles de création, une industrie qui se muscle et qui se renforce, c'est ça l'enjeu. Hein. Et cet enjeu n'est surtout pas de se protéger pour frileusement se recroqueviller, mais c'est bien d'avoir des conditions équitables, mais qui nous permettent de nous développer. Et je crois qu'il y a trop une image de frilosité et de repli sur soi qui se développe à travers ces thèmes-là. Notre thème, et on pourra revenir tout à l'heure, c'est le développement, c'est l'innovation, pour permettre d'avoir des contenus qui battent les séries américaines. Oui, et est-ce qu'aujourd'hui, Rémi, il vous est possible de proposer pour France Télévisions des réformes et des projets de long terme? Oui, enfin, sur la création, aujourd'hui, nous avons développé à mon initiative une charte du développement. Je veux le redire ici, cette charte du développement, je souhaite qu'elle soit appliquée complètement et avec une dynamique qui soit une dynamique extrêmement forte. Alors, il y a eu une commission qui s'est réunie pour vérifier les conditions d'exploitation. Nous allons continuer, nous allons au bout. Il faut un travail d'écriture, il faut un travail sur la modernisation de l'écriture. Et puis, certes, il y a des séries américaines sur les chaînes privées, mais j'observe que ces derniers mois, à plusieurs reprises, des fictions françaises sur le service public ont battu les experts au NCIS. On est parti dans cette direction, mais il faut poursuivre. Et il faut poursuivre en créant de la richesse. Ça veut dire créer de la valeur ajoutée et avoir un travail de création qui nous permette de relever le défi. Donc on se replie. Claude Sorte, justement, d'abord, merci d'être là et de participer avec nous à ce festival. En ouverture, hier, il y a une magnifique série danoise qui a été projetée en présence de votre ambassadeur, Rita, 9 épisodes de 52 minutes, qui vient d'être acheté par Canal. D'abord, comment vous faites au Danemark pour avoir une industrie et de la création de cette qualité? Thank you for inviting me. Beaucoup de m'avoir invité ici. Je pense d'abord que je voudrais faire une remarque sur la communication cinéma. Merci. Parce que si on regarde l'économie mondiale, on voit l'Afrique du Sud, la Chine, l'Australie qui émergent, et en Europe, si on n'a pas les outils nécessaires pour avoir des politiques locales dans les États membres, ce qu'on verra en Europe, c'est un contenu américain. Et c'est ça l'enjeu. Les Américains, nous savons que le cadre audiovisuel en Europe est à la charge des États membres parce que tout vient d'eux. Et l'enjeu, c'est qu'il faut faire en sorte que les États membres aient les outils nécessaires, non pas pour se concurrencer, mais pour dire que l'économie mondiale de l'audiovisuel doit avoir un caractère distinctif. Si on regarde l'Amérique latine, l'Afrique du Sud, la Chine, l'Europe a
et se distinguent parce qu'on a 28 États membres et ils ont besoin des bons outils. C'est ça l'enjeu. Et si je peux me poursuivre, je pourrais parler un peu de ce que nous faisons au Danemark et faire une petite présentation de 3 à 5 minutes. J'ai tout ce qu'il me faut ici. Ce que je voudrais dire, c'est qu'au Danemark, et c'est un très bon exemple parce que le Danemark est un petit pays de 5 millions de personnes, nous avons un marché pour la télévision et le cinéma qui est tellement petit qu'il ne peut pas exister sans subvention de l'État. Néanmoins, nous avons une politique très forte concernant les médias. Nous avons des accords au Parlement pour 4 ans. Et la politique pour la télévision et également pour le cinéma, nous avons des liens très proches entre la télévision et le cinéma. Nous avons des réalisateurs qui passent de l'un à l'autre, nous avons des producteurs également. Et ce que nous essayons de faire au Danemark, c'est que nous regardons l'art de l'audiovisuel ensemble pour avoir un marché plus important pour nos productions. Ce que nous essayons de faire, c'est de créer une synergie entre l'expression artistique et le marché dans nos politiques. Je voudrais parler du principal défi tel que je le vois et je pense que ça couvre aussi d'autres petits États européens et la France qui est un État important. Est-ce qu'on peut continuer à l'avenir? On a la communication cinéma. Grâce à la France, on a l'exception culturelle. Merci. Mais les principaux défi, c'est de savoir si nous pouvons continuer à avoir un système que nous avons pour le cinéma et le cinéma. Nous savons qu'il y a ces nouveaux services, iTunes, Netflix, etc., qui entrent dans le marché et ils sont en train de prendre les marchés, peut-être pas maintenant, mais à l'avenir, ils risquent de prendre le marché de la télévision et ils mettent en danger le cinéma, le marché local du cinéma. Et donc, on pourrait dire que le système de financement dans un pays comme le Danemark est vraiment, c'est l'enjeu, c'est pour ça qu'on a besoin des bons outils. Au Danemark, vous avez créé un CNC au Danemark, inspiré un peu par ce qui existe en France. Non, ce n'est pas tout à fait le même modèle parce qu'en France, vous avez une microéconomie où vous n'allez pas directement aux imposables, aux contribuables. Nous avons un système différent au Danemark, mais ce que j'aimerais vous dire, c'est poser la question de comment on fait face à ces défis. Nous savons que la télévision publique au Danemark se restructure actuellement en essayant de maintenir les publics passés et en acquérir de nouveaux, et ceci représente des défis pour chaque groupe cible. Et il se concentre aussi sur les séries de fiction. Vous connaissez certaines séries qui ont eu beaucoup de succès au Danemark et à l'étranger. Ils essaient de renouveler le concept du service public. Vous avez tout à fait raison. Comme il n'écoute pas, il ne peut pas entendre ce que je dis, mais je vous remercie de témoigner sur l'activité, la créativité de votre télévision et du cinéma, et en même temps de tous les créateurs. Comment dans un petit pays, vous êtes arrivés à être en quelque sorte, avec les Israéliens, les Norvégiens, être des modèles. Maintenant, je m'adresse à Mathieu Viala et Bénédicte Lesage. Lequel des deux commence? Est-ce que le système, d'abord, où en est la production française, et est-ce que le système ne souffre pas de trop de réglementation? En gros, tout à l'heure, la question a été posée, c'est que faire de l'exception culturelle? Oui. On parlait c'est bien de produire, mais il faut aussi exposer les œuvres. Et c'est vrai que quand on fait un petit tour d'horizon de la semaine, cette semaine, on a une soirée de fiction française sur TF1, on a 5 soirées de séries américaines, on a 0 soirée de fiction française sur France 2, 2 soirées de fiction étrangère, 2 soirées de fiction française sur France 3, une fiction étrangère, Canal+ que de l'Amérique. Conséquence ?
Canal Plus que de l'américain, M6 que de l'américain, 3 soirées. En gros, on a 5 soirées de fiction française cette semaine pour 13 ou 15 soirées de fiction américaine. Donc en gros, au pays de l'exception culturelle, on peut dire que l'américain est roi pour l'instant et qu'il serait quand même pas mal d'utiliser cette exception culturelle qu'on a réussi finalement à faire valider pour qu'on trouve à l'antenne des programmes nationaux et des programmes aussi européens. Donc c'est vrai que pour nous, on a le sentiment qu'il y a une réglementation qui existe. Peut-être qu'elle est un peu compliquée. Il y a un certain nombre de décrets pendant une vingtaine d'années qui se sont accumulés. Donc il y a peut-être quelques réformes à faire. Mais surtout, le sujet, ça va être de savoir comment on va pouvoir mettre en avant ces œuvres, mettre en avant ces programmes, parce que notre métier n'est pas de produire pour mettre des vieilles cassettes sur des étagères. Notre métier est d'exposer sur tous les réseaux, donc évidemment les réseaux classiques de télévision que l'on connaissait, mais aussi sur de nouveaux réseaux. On a parlé du numérique et des plateformes à la demande. Les chaînes se développent maintenant et on a vu depuis les accords de 2008 où les producteurs ont donné des droits de télévision de rattrapage, de catch-up. On a vu un formidable développement de cette télévision à la demande, puisque en catch-up, il y a à peu près 2,5 milliards de vidéos vues chaque année. Donc c'est un formidable succès. Maintenant, il faut qu'on passe à l'étape d'après et imaginer avec les diffuseurs. Passer à l'étape d'après. Qu'est-ce qu'il faut faire et à quelles conditions? Il faut discuter, il faut avoir des discussions avec les diffuseurs pour savoir comment on peut mettre en avant ces programmes sur des réseaux délinéarisés. Et donc nous, on a vraiment envie, et notamment avec le président de France Télévisions, on a vraiment envie de discuter et d'avoir des négociations avec lui pour imaginer. On va lui poser la question. Et Bénédicte Lesage, votre position, vous aussi. Moi, je voudrais d'abord commencer par un point très rapide sur qu'est-ce que c'est que l'exception culturelle. L'exception culturelle, pourquoi on la défend en France et pour l'Europe, c'est que l'Europe, c'est un espace très particulier qui a une histoire extrêmement variée, avec des langues toutes différentes, avec des cultures différentes, des histoires différentes, et que quand on voit toutes les séries aujourd'hui à série qui viennent aussi bien d'Angleterre, du Danemark, de la Suède, de l'Italie, de l'Espagne, on a un vrai plaisir à cette diversité. Et je crois que l'enjeu de l'Europe... On ne le fait pas autant qu'eux et aussi bien qu'eux? Oui, alors je dirais juste l'enjeu de l'Europe... Vous, les producteurs. Juste l'Europe, l'enjeu de l'Europe, c'est de garder cette richesse européenne qui est la diversité. Il ne va pas falloir uniformiser en disant il faut uniformiser pour être comme les autres. Non, la richesse de l'Europe, c'est sa diversité et il faut la garder et il faut de l'avoir de l'ambition. Vous avez entendu Antonio Tajani dire tout à l'heure, la question, c'est le passé. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Oui, mais c'est de garder la diversité aussi dans les organisations d'aide d'État. Mais il faut pardon, excusez-moi, mais il faut la défendre d'une façon concrète, parce qu'elle est claire. Maintenant, elle est dehors du débat. Il faut aller de l'avant. Donc, il faut moderniser nos entreprises, il faut s'engager dans l'innovation, dans la recherche, il faut renforcer la compétitivité de nos entreprises. Oui, alors moi je dirais aller dans la recherche, aller dans la création, investir dans le développement de nouvelles écritures. Pourquoi on ne mettrait pas aujourd'hui, par rapport à la réglementation française, dans les obligations de production, un pourcentage sur les nouvelles écritures, par exemple. Lié au tourisme. Il faut se dire qu'en France, par exemple, on est très en avance sur les nouvelles écritures. Pour le moment, c'est financé principalement par de l'argent public, que ce soit les chaînes publiques, le CNC, les aides régionales aussi qu'il y a en France, et que tout ce tissu qui est en train d'être créé, qui pour le moment est assis sur une économie où c'est beaucoup une économie de gens qui ne sont pas payés dans les contraintes normales du travail en France, il va falloir trouver l'économie et que tout le monde finance. Mais qu'est-ce que vous attendez des producteurs dont vous êtes le symbole et d'une certaine façon avec Mathieu, le représentant? Symbole, c'est lourd à porter. Un des symboles. Nous, ce qu'on attend, c'est que je dirais, non, pas ce que vous attendez, mais ce que vous voulez faire. Parce que vous attendez souvent, beaucoup. Non, moi, j'attends rien. Qu'est-ce que vous apportez? Qu'est-ce que vous promettez? En quoi vous vous transformez? Nous, on se transforme, c'est que on commence déjà à travailler à perte financièrement, mais sur des nouvelles écritures, à faire émerger des auteurs sur ces nouvelles écritures. J'ai personnellement produit une série pour la TNT en mettant, avec très peu d'argent, en montrant qu'on peut avoir de la créativité pour une chaîne de la TNT, ce qui ne s'est jamais fait encore en prime time. Donc on a revu les modes de production, on revoit tout. Nous, ce qu'on attend
en général des politiques et de l'Europe, puisque la question est peut-être là, c'est qu'on ne va pas refaire la roue tous les jours. Il faut avoir un système de base qui met en place les moyens à la création de s'adapter continuellement, d'investir continuellement dans un renouvellement. Et il faut de l'ambition sur le numérique, parce que je pense que là où l'Europe et la France aussi ont un retard considérable, c'est que les chaînes françaises, alors France Télévisions se met à le faire, Arte le fait déjà depuis un peu plus de temps, mais les chaînes privées n'ont pas du tout ni créé de plateforme, ni investi sur les nouvelles modes de diffusion, et que l'Europe est très en retard là-dessus, et que plutôt d'attaquer, je dirais, ce qu'on fait chez nous et la productivité, on ne peut pas comparer les niveaux de salaire en Europe entre des niveaux de vie qui sont très différents en Pologne, en France. On est en train de former des gens en France dans des écoles, etc. Et ben, ça a un coût. Et il ne peut pas être le même que dans d'autres endroits en Europe. Vous représentez tous les deux syndicats de producteurs. Deux syndicats de producteurs. La crise, aujourd'hui, elle oblige à serrer les budgets. Partout, on l'entend et on le voit, il y a des nécessités. Est-ce que vous ne seriez pas plus efficaces tous les deux si vous vous rapprochiez et si... Au lieu d'en faire deux, il y en avait un plus fort, plus musclé pour aller discuter avec Rémi Flimin. Je suis sûr qu'il serait heureux d'en recevoir un ensemble là, plutôt que deux divisés. Nous, on est entièrement d'accord pour aller voir Rémi Flimin ensemble et on le propose depuis quelques semaines et je suis sûr que dans les prochaines semaines, on se verra tous ensemble pour discuter. La question n'est pas de savoir s'il faut un syndicat, mais il faut garder la diversité des points de vue, c'est notre richesse. Par contre, d'accord. Mais là, on a un souci d'efficacité. Le sujet, on peut discuter à deux syndicats, très bien, et nous, on est prêts demain pour le service public à dire on ouvre une discussion pour aménager les accords 2008-2009 pour qu'on puisse continuellement s'adapter à l'évolution numérique et autres. Mais le sujet globalement, c'est pas de créer un front vis-à-vis des diffuseurs. De toute façon, nous sommes tous dans la même barque. Aujourd'hui, on en a parlé, les nouveaux opérateurs, les Google et Facebook. C'est pour ça que j'ai dit ensemble. Voilà, on comparait avant, juste pour dire... On comparait à l'époque, on disait TF1 est un nain par rapport à Orange, par exemple. Mais aujourd'hui, TF1, qu'est-ce que c'est par rapport à Google ou Facebook? Donc aujourd'hui, producteurs et éditeurs de télévision, on est tous dans le même bateau, on doit se serrer les coudes et on doit discuter en partenaire. On n'est pas là à créer des fronts vis-à-vis de tel ou tel éditeur. Au contraire, de rassemblement ou de rapprochement. Rémi Flimin, vous leur avez donné un rendez-vous ici là? Alors, si vous voulez, peut-être redire simplement, très clairement, pourquoi est-ce que la fiction est importante? La fiction est importante parce que c'est un moment où nous pouvons réunir de très nombreux téléspectateurs et donc bâtir ce que j'appelle un imaginaire collectif, c'est-à-dire renforcer les liens entre nos concitoyens. Et c'est ça l'objectif de l'audiovisuel public et c'est ça l'indépendance. Alors, évidemment, nous devons aujourd'hui nous adapter. Sur toutes les questions des nouvelles écritures, des multiples écrans, ça a été débattu avant et Bruno Patino a présenté notre position, j'y reviendrai pas. Sur la question du développement qui est fondamentale, j'y reviendrai pas non plus. Après, il y a une question qui est la question des rapports patrimoniaux, je dirais, entre les producteurs et les diffuseurs. Et ça, nous nous inscrivons évidemment dans la mission Valais aujourd'hui et je pense qu'on va pouvoir déboucher. Et puis il y a plus spécifiquement la manière dont France Télévisions, qui est l'acteur primordial, doit évoluer dans ses rapports avec les producteurs. J'ai demandé à un groupe de travail sous la direction de Thierry Langlois, qui est ici, et sous l'autorité de Bruno, de travailler sur une clarification d'un certain nombre de choses, sur une clarification aussi de nos objectifs rénovés et de pouvoir en discuter avec vous très rapidement. Donc nous sommes engagés là-dedans. Donc vous avez de grands projets. Si je peux permettre une question peut-être déplacée. J'ai lu qu'il y a un amendement de Patrick Bloch, le socialiste, pour abréger votre mission. Apparemment, d'après l'Express d'aujourd'hui, les députés UMP, que vous avez rencontrés hier, comme un certain nombre de socialistes, vous ont donné presque la garantie que cet amendement sera repoussé. Franchement, la question dont nous débattons ici dépasse largement ma personne. La question dont nous débattons non, mais ici, vous engagez sur des projets de long terme. La question pour dont nous débattons public ici, et dont on connaît le rôle oui, et l'importance. La question dont nous débattons ici, c'est évidemment de l'action à long terme. Et sur l'action à long terme, je le dis très clairement, l'audiovisuel public a besoin de stabilité et dans son financement et dans sa direction. Voilà. Vous êtes d'accord, David Assouline?
Écoutez, je remarque qu'il n'y a pas que les politiques qui savent avoir la langue Non, de mais il bois. a dit la stabilité. Il y a un amendement, est-ce que vous le balayerez? Vous pouvez répondre facilement, monsieur le porte-parole. Non, mais là, il n'y a pas besoin à chaque fois de me mettre 3 casquettes différentes. Je suis venu ouvrir les débats de la journée comme sénateur. Et maintenant, je peux vous répondre personnellement, mon point de vue sur la question, sans tourner autour du pot. Je considère que l'essentiel de la loi qui va être là, c'est une loi pour réassurer l'indépendance politique de l'audiovisuel public. C'est ce message très fort qui doit être passé. C'est une rupture avec donc un passé. Et que tout autre... C'est le baratin qu'on entend tout le temps. Hein. Si vous voulez. Parce que vous dites, si vous voulez, mais la stabilité et l'indépendance attendez. politique, il est le symbole d'une indépendance, lui, là, Rémi Flimelin. Donc je vais continuer. Non, je vais continuer à vous répondre. Oui. Donc si vous permettez, parce que là, il y a... Voilà. C'est pas avant, c'était la dictature et je sais pas quoi, l'obscurité, et demain, mais on verra. Vous n'êtes pas obligé à chaque fois de remplacer NKM. On a assez d'humour non, et d'expérience. Laissez-moi juste finir. Si vous me permettez, il y a une loi qui a été une rupture avec le passé, c'est que les responsables audiovisuels publics étaient nommés directement par le chef de l'État. Aujourd'hui, et d'ailleurs, qui venait dire aussi, rompons avec une hypocrisie passée, que c'était le CSA, mais qui lui-même n'était pas nommé de façon indépendante. Donc justement, mais là, vous direz, c'est un CSA. C'est un CSA nommé par la majorité, en majorité, proche de la majorité. Des commissions de l'Assemblée et du Sénat en majorité, proche de la majorité, qui vont nommer en toute indépendance politique. Justement, monsieur El-Kabbach. Non, mais justement, si vous m'avez posé une question, vous me laissez répondre. Oui, s'il vous plaît. Vous répondez à ce qui a été donc demandé je réponds sans que vous me répondiez à ma place et interprétiez. D'ailleurs, vous ne connaissez pas apparemment la loi qui va être votée, puisque justement elle rompt avec une hypocrisie passée, et que le CSA lui-même, et c'est ça la loi justement, qui sera chargé de nommer les présidents de l'audiovisuel public, sera nommé lui-même par avis conforme à positif des 3/5 des commissions des assemblées, c'est-à-dire qu'il ne faudra plus qu'un pouvoir politique, parce qu'il a une majorité, impose ces nominations, mais il faudra qu'il ait le consensus des assemblées. C'est ce que nous avions réclamé jusqu'à présent. Et donc, je ne veux pas, moi personnellement, qu'il y ait d'autres débats dans cette loi et qu'il y ait des amendements qui viennent traiter des questions personnelles ou individuelles. La manière dont les dernières nominations qui se sont faites dans la culture n'augurent pas de la suite pour l'audiovisuel. Comment elles étaient faites avant Lesquelles, Jean-Pierre? Lesquelles nominations sont faites? Vous parlez. Moi, j'ai une chose à dire sur le sujet, justement, ça tombe bien. Moi, j'aimerais bien voir les noms, là. Alors, moi, j'en ai un. D'abord, non, mais il y en a plein avant qui ont été nommés. Pas celle dont M. Mitterrand a parlé, parce que lui, en matière de nomination, il a nommé beaucoup de gens. Il était spécialiste quand même. Non, il n'a pas nommé beaucoup de gens, Frédéric Mitterrand. Pas beaucoup, y compris de son cabinet directement. C'est dommage, s'il y avait Aurélie Filippetti ou Frédéric Mitterrand, on leur aurait posé la question. Il y a des moments où on ne peut pas reprocher aux autres ce qu'on a quand même été, ce dont on a été le champion. C'est pour ça que nous dit Pascal Regard que nous avons assez d'expérience pour savoir que chacun arrive avec son lot d'amis et d'experts. Nous faisons une loi pour que ce soit plus comme ça sur l'audiovisuel. Nathalie, et la conclusion à Antonio Tajani, d'accord? D'abord, je voudrais vous demander de m'excuser parce qu'il faut que je retourne à Paris. Donc, je vais partir sur la pointe des pieds, mais quand même. Et s'il fallait reprendre un peu une rhétorique plus commune à la gauche, je dirais qu'il y a les droits virtuels et les droits réels. Alors là, on est en train de créer un droit virtuel, on va dire qu'il y a de l'indépendance, on va mettre tout ça en scène. Ce qui est important, c'est ce qu'on fait. Ce qui vient d'être fait au CNC, c'est juste que tout le monde trouvait que Garando, il était très bien, et que tout ce qu'on a à lui reprocher, c'est d'avoir travaillé avec la droite avant. Donc voilà, bon, faut se dire, il faut juste regarder en face. Non mais je ne crois pas qu'il s'agisse de ça. C'est la réponse. Il y a quand même beaucoup de gens de droite qui continuent à travailler. Oui. Tu voulais tous les enfermer, les C'est vraiment sympa. Ah non, sous Nicolas Sarkozy, on n'a pas annulé tous les contrats de travail. On avait quand même fait table rase. Allez, pas de caricature de part et d'autre. Vous vouliez dire autre chose, Nathalie? Oui, juste pour finir. Pardon. Dans le débat sur l'exception culturelle tout à l'heure, on a parfois fait comme si chacun avait le droit de retirer un secteur. Si on pouvait retirer la culture, et puis les Américains tiraient la banque, et puis si... Je voudrais dire que le fondement de l'exception culturelle, c'est de dire
que la culture n'est pas un objet ou un sujet comme les autres, et que c'est ça aujourd'hui qu'il faut qu'on fasse vivre. Sinon, un jour, l'exception culturelle n'aura plus de sens. Mais là, il peut y avoir consensus, comme vous dites, et comme le disait David. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il ne s'agit pas juste de retirer un sujet de la négociation, parce que ça, c'est défensif. Il s'agit d'affirmer le fait que la culture, c'est fondamentalement différent, et c'est comme ça qu'on pourra être offensif et aller sur les pistes dont parlait combien de temps? Moi, Jean-Pierre Elkabbach, sur le fond, parce qu'à chaque fois, vous m'avez entraîné sur ce qui était uniquement polémique, mais sur le fond, parce que j'ai quand même un avis, je travaille beaucoup sur ces questions-là, et je veux dire qu'il y a une contradiction que doit pouvoir régler la Commission européenne qui existe, donc on ne peut pas l'esquiver. C'est que le marché unique est venu avec ses impératifs. Or, en matière audiovisuelle et en matière culturelle, il faut que l'Europe protège les spécificités nationales. C'est ça la difficulté, ce qui n'est pas la logique du marché unique lui-même. Et c'est bien ce que vous avez dit, c'est-à-dire que là, il ne s'agit pas d'avoir une industrie forte qui copie les Américains, qui essaye de faire des standards qui marchent, etc. C'est qu'on voit avec ce qu'ont fait les Danois notamment, et ce qu'on peut faire, on fait des choses bien, c'est qu'il faut absolument protéger ces expressions de culture nationale, y compris dans les feuilletons, les séries, etc., qui peuvent être performantes, qui peuvent être prisées dans le monde entier, et il faut leur donner les moyens. Et ça doit se conjuguer avec quelque chose que je ne comprends pas que vous n'avez jamais encouragé. Et pourtant, c'est l'avenir. Parce qu'on peut faire tous les barrages face à Google. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi la Commission européenne ne s'est pas donné à un moment comme mission d'encourager de faire un grand groupe européen qui ait les potentialités de Google, notamment en termes de référencement, etc. Voilà, ça a été dit, c'est le fond, ça a été dit depuis le début. Nathalie a sa campagne électorale à prolonger ou à entretenir. Merci à Claude Hort, qui n'entend plus. Merci. Merci de votre témoignage. Merci aux producteurs, ça va être fini. Ouais, juste quand même un mot pour dire que ce qu'on retient de l'Europe des siècles passés, c'est la culture. On ne retient pas le business qui se faisait il y a 500 ans. On retient des cathédrales, des pièces de théâtre. Et on est en train de fabriquer aujourd'hui ce que l'on retiendra dans 500 ans. Et donc c'est vrai que c'est très important de dire qu'on doit protéger cet actif qu'on est en train de fabriquer aujourd'hui tous ensemble. On a la responsabilité de créer l'Europe de demain. Antonio Tajani. Me permet de faire une remarque pour clôturer. Dans mon pays, ce que nous essayons de faire, je n'ai pas pu le dire auparavant, nous essayons d'interagir avec les télécoms et les sociétés de télévision câblées. Il y a un fournisseur câblé qui s'appelle UC et avec eux, nous essayons de les inciter à investir dans notre contenu. La difficulté est qu'ils payent les impôts au Danemark, c'est très élevé, ça c'est une chose. Et deuxièmement, ils ont... ça confirme. Mais ça confirme. Permettez-moi de continuer. Permettez-moi de continuer. Une seconde. Donc, la question pour l'Europe n'est pas le commerce gratuit, c'est le commerce équitable. Merci beaucoup. Merci. Merci, Claude. Merci. Merci. Madame Filippetti attend pour son message. Mais elle attendra, elle aurait dû être là. Oui, il est enregistré, elle attendra. Mais Public Sénat a des rendez-vous. Antonio Tajani, le dernier mot, Tajani, là. Et en vous remerciant d'être venu ici à Paris, on peut le lui dire et on peut l'en remercier en sachant qu'il sera le représentant de ce que vous avez dit et qui a été entendu. C'est l'exception de la Commission. Voilà, gardez-le. Donc, il faut regarder à l'avenir. Il faut essayer d'insérer l'exception culturelle, tout ce qui concerne les entreprises du cinéma, de l'audiovisuel, aussi les PME qui travaillent à côté de l'audiovisuel. Il n'y a pas seulement les producteurs, il y a aussi tellement de petites et moyennes, des dizaines et dizaines de petites et moyennes entreprises qui travaillent à côté. Donc, essayez d'avoir une stratégie, une politique pour l'avenir. Il faut essayer de signer des bons accords avec les autres. Bien sûr, moi je ne dis pas qu'il faut signer sans regarder ce qu'il y a dans les textes. J'ai dit qu'il faut discuter, avoir un bon texte et après signer. Moi, je ne suis pas contre les États-Unis.
J'ai dit seulement que je suis obligé à défendre les intérêts des entreprises européennes. Et je vais le faire, je le fais et je le ferai. Est-ce que vous confirmez le rendez-vous que vous avez promis ici? Absolument oui, on va discuter de la même façon dans laquelle on a discuté sur le cinéma, avec les entreprises liées à la finance, les entreprises dans les domaines de l'audiovisuel et dans les entreprises du cinéma. Je suis prêt à l'organiser et on va, tout de suite après l'été, on va le faire avant la fin de l'année. Voilà. Moi, j'ai juste une question à lui poser. Est-ce que vous étiez sous écoute? Vous étiez écouté, vous aussi? Je pense que oui. Hein. Heureusement, les conseils, c'est-à-dire la réunion de chefs d'État et de gouvernement, a bien apprécié le plan d'action dans les domaines de l'acier que j'ai présenté. Aujourd'hui, après une bataille longue, en Europe, on parle de politique industrielle, une industrie moderne et compétitive. Et quand je parle d'industrie, je regarde aussi au cinéma, l'audiovisuel et l'exception culturelle. Voilà pourquoi je pense qu'il faut se battre pour l'industrie moderne. Et vous êtes des protagonistes de l'industrie moderne et compétitive. Dans vos bureaux de la Commission de Bruxelles, quand vous parlez, vous savez que vous êtes écouté, vous envoyez des messages à l'administration d'Obama. Voilà. Mais elle écoute aussi peut-être Pascal Rogard. Vous inquiétez. Hein? Je vais écouter. Mais en 93, j'ai été écouté. Et je rappelle qu'à l'époque, Pasqua avait viré 5 diplomates américains parce qu'il y avait tout un système d'écoute de l'administration française au moment de ces négociations. Mais nous ne pouvons pas demander aux Américains de défendre nos intérêts. C'est à nous de nous défendre. Bravo. Donc, voilà. Voilà. Merci à vous tous. Bon. Et maintenant, Jean-Pierre Elkabbach, une petite question, puisque vous m'aviez lancé le défi au début. Est-ce que ma façon de vous répondre fait que vous allez m'inviter Bientôt. Bientôt. Est-ce que je ne veux pas vous mettre dans l'embarras pour que vous me répondiez à côté quand la situation est trop chaude, comme en ce moment. Jean-François Boyer, maintenant c'est Aurélie Filippetti, la ministre. Oui, on va écouter la ministre, mais d'abord merci à tous et merci à toi Jean-Pierre. Merci à tous les participants. Ce débat était passionnant, émouvant aussi, je trouve. Et puis voilà, c'est la fin de cette 10e journée. Rendez-vous tout à l'heure, évidemment, pour la projection. On n'a pas eu tort quand il y a 10 ans, on a lancé ça sur Public Sénat. Voilà. Et rendez-vous donc pour la projection de Downton Abbey, In America et le dîner au château. Merci, à tout à l'heure. La ministre maintenant. Je suis heureuse d'intervenir devant vous quelques semaines après les assises de l'audiovisuel. Je veux remercier Jean-François Boyer et toute l'équipe qui, depuis 10 ans, organise la journée de la création au sein de Série. Vous êtes réunis pour discuter des enjeux majeurs concernant la création audiovisuelle aujourd'hui et vous savez que ce sujet est extrêmement important pour moi. Vos débats ont porté sur ce qui est au fondement de la création audiovisuelle, à savoir, dans un premier temps, l'exception culturelle, bien sûr, mais aussi la révolution numérique. Ces deux sujets, ce sont les piliers du rapport que j'avais confié à Pierre Lescure et dont il a rendu les conclusions il y a quelques semaines. Je veux de nouveau pouvoir partager avec vous ma joie de la victoire obtenue par la France concernant l'exception culturelle. Vous le savez, dans le cadre des discussions transatlantiques, de lourdes menaces pesaient sur l'audiovisuel. La France a fait valoir une position respectable et respectée partout par les créateurs en Europe. Je me réjouis aussi de la validation de la taxe sur les opérateurs de communication électronique par la Cour de justice de l'Union européenne. Cela ouvre la voie à la notification et à l'autorisation de la taxe affectée au CNC, vous le savez, sur les services de télévision, taxe qui est aujourd'hui payée par les fournisseurs d'accès à Internet, la fameuse TSTD. Cette TSTD était bloquée depuis 1 an et la validation de la taxe sur les opérateurs de communication électronique ouvre la voie à la validation de la nouvelle notification de la TSTD. C'est une détermination similaire qui anime le gouvernement au sujet de la communication cinéma. Là encore, des menaces pèsent sur les mécanismes qui permettent aussi bien à l'État qu'aux collectivités locales et en particulier aux régions de soutenir la production cinématographique et audiovisuelle sur leur territoire. J'ai fait valoir auprès de la Commission européenne, notamment du commissaire Almunia, l'exigence portée par la France, mais aussi par l'Allemagne et la Belgique, d'obtenir un nouveau report avant l'entrée en application de cette nouvelle communication cinéma qui
eh bien, fragiliserait les mécanismes de soutien et d'accompagnement que nos collectivités, que la puissance publique accorde aujourd'hui à la production audiovisuelle et cinématographique. La déterritorialisation des aides serait en effet catastrophique pour l'ensemble des filières. Certains, sur ce sujet, ont essayé de présenter la France comme frileuse, comme passéiste. Et bien au contraire, série d'ailleurs le montre, nos professionnels savent regarder vers le grand large pour s'inspirer des autres cultures, pour créer ensemble ou pour coproduire, pour toucher de nouveaux publics, des publics variés et partout dans le monde. La France ne veut pas donner de leçons, elle n'entend pas avancer seule, elle propose simplement à ses partenaires européens de promouvoir une Europe qui repose sur la culture et donc sur la création. Une Europe qui puisse construire plutôt que de déconstruire, une Europe qui permette de faire et de créer plutôt qu'elle n'empêche la création. La France ne se laissera donc pas caricaturer par certains. Elle ne refuse pas l'échange, bien au contraire, et surtout pas avec les États-Unis ou avec les autres cultures du monde. Souhaiter faire des séries françaises ou des séries européennes, ce n'est pas refuser, bien entendu, les séries américaines quand elles sont de grande qualité. Nos amis producteurs, réalisateurs, auteurs américains n'ont pas non plus le souhait de se retrouver simplement entre eux et dans une position d'hégémonie dans le monde entier. Ils savent que leur propre production s'enrichit de la diversité culturelle et que les publics plus exigeants, plus habitués à des productions de grande qualité, eh bien, sont aussi les publics qui leur sont les plus fidèles. C'est ce que Steven Spielberg a rappelé lors du dernier Festival de Cannes. Je souhaite maintenant vous dire les actions que le gouvernement entend construire pour accompagner le dynamisme de la fiction française. S'agissant des rapports entre les producteurs et les diffuseurs, une mission d'expertise, vous le savez, a été confiée à Laurent Vallée, le directeur général de l'IFSIC. Cette mission va s'appuyer sur une très large concertation de tous les professionnels afin de formuler d'ici la fin de l'année des propositions d'adaptation des mécanismes de financement de la création par les diffuseurs. Et elle fera aussi des propositions quant au modèle de coopération pertinent pour tirer profit des formidables opportunités qui sont offertes par les nouveaux usages numériques. Dans un contexte économique difficile, le secteur de la création doit aussi pouvoir s'appuyer sur les entreprises de l'audiovisuel public. France Télévisions et Arte au premier chef, bien entendu, au service de la diversité, au service de la création. Certes, France Télévisions n'échappe pas aux conséquences du resserrement du marché publicitaire. Je souhaite vous donner quelques pistes sur le travail que le gouvernement entend mener pour accompagner le formidable dynamisme de la création française. Tout d'abord, vous le savez, en matière de relations entre les producteurs et les diffuseurs, j'ai confié une mission à Laurent Vallée, le directeur général de l'IFSIC. Il sera chargé de mener une large concertation avec tous les professionnels et de me rendre d'ici à la fin de l'année des propositions pour adapter les mécanismes de financement de la création par les diffuseurs, notamment évidemment aux nouveaux usages et au nouvel environnement numérique. Dans ce contexte économique qui est très difficile pour tout le monde, vous le savez, les sociétés de l'audiovisuel public, France Télévisions et Arte, bien entendu, ont un rôle essentiel à jouer en matière de soutien à la création audiovisuelle française. Certes, France Télévisions n'échappe pas au resserrement de son budget publicitaire dû à la forte contraction du marché publicitaire. France Télévisions doit aussi participer à l'effort général demandé à tous les opérateurs publics concernant le redressement des comptes publics, le niveau de ses ressources et donc de ses investissements dans la production française et européenne va donc diminuer en valeur absolue sur la période 2013-2015. Néanmoins, j'y ai veillé, l'engagement de consacrer 20% de son chiffre d'affaires à la création audiovisuelle est maintenu. L'avenant au contrat d'objectifs et de moyens sur la période 2011-2015, qui est en cours de finalisation, il traduit la volonté
très clair de l'État et du groupe France Télévisions de conforter la place centrale qui est occupée par cette entreprise dans le financement de la création française et européenne. C'est l'une des missions fondamentales du service public audiovisuel. À plus long terme, je suis évidemment particulièrement attentive à la sécurisation du financement de l'audiovisuel public. Un groupe de travail qui associe des parlementaires de l'Assemblée nationale et du Sénat est aujourd'hui sur le chantier du financement de l'audiovisuel public et de sa sécurisation. Je tiens à ce que la redevance occupe une place prépondérante dans le financement de l'audiovisuel public. C'est la ressource la plus moderne, la plus pérenne, la plus juste aussi socialement, en raison évidemment des exonérations dont bénéficient un certain nombre de nos concitoyens. C'est indispensable à plusieurs titres, bien entendu pour assurer l'équilibre économique du secteur, pour garantir l'indépendance des médias et pour maintenir la qualité, la diversité et l'accessibilité des programmes au plus grand nombre. Les modes de consommation des contenus audiovisuels des Français évoluent, bien sûr, vous le savez comme moi. La diffusion des programmes par Internet, que ce soit par la télévision de rattrapage, par les podcasts, d'émissions de radio par exemple, connaît une progression remarquable et il faut en tenir compte. Même si du chemin reste à parcourir, la fiction française connaît un renouveau salutaire dont nous nous félicitons tous. En témoignent les très bons résultats d'audience qui ont été enregistrés ces derniers temps par plusieurs créations françaises. Je pense par exemple à Meurtre à Saint-Malo sur France 3, à Candice Renoir sur France 2, à Falco sur TF1. En témoigne aussi l'exportation des Revenants sur Channel 4 en Grande-Bretagne ou bien de Crossing Lines aux États-Unis sur NBC. Tout cela est extrêmement encourageant et c'est sans compter bien sûr avec le succès récurrent des 26 minutes comme Plus belle la vie, Nos chers voisins ou Scènes de ménage. J'en oublierai et vous ne m'en voudrez pas. Un travail essentiel a été réalisé par les professionnels pour sécuriser la phase de développement des projets et c'est crucial. Je pense bien entendu au protocole d'accord entre les auteurs et les producteurs, dont l'extension récente va être complétée afin d'offrir un cadre juridique qui soit sécurisé, qui soit homogène à l'ensemble de la profession. Je pense aussi à l'avenant, à la charte de développement signée entre France Télévisions et les professionnels au début de cette année. Je sais les efforts qui sont actuellement réalisés pour qu'elle prenne pleinement effet au sein du groupe audiovisuel public. De la même manière, les outils d'intervention du CNC ont été modernisés pour accompagner ce mouvement de renouveau, de relance de la création audiovisuelle française. D'abord, c'est la réforme du Fonds d'aide à l'innovation audiovisuelle. Le travail qui a été réalisé par Frédéric Krivine à la présidence de la Commission va permettre de mieux irriguer le marché de la production en nouveaux projets. Je pense aussi à la modification des règles du soutien à la production pour encourager la prise de risque sur de nouvelles séries pour l'ensemble des cases des diffuseurs. Enfin, je voudrais rappeler l'importance du projet de réforme du soutien à la production documentaire qui a été engagé par le CNC et qui a donné lieu à de nombreuses discussions au cours du Sunnyside. Les propositions précises qui ont été récemment mises sur la table, elles visent à mieux valoriser les démarches les plus créatives. Elles visent aussi à garantir toute la diversité de la production documentaire et c'est essentiel. Elles amélioreront aussi la prévisibilité du système, aussi bien pour les producteurs que pour les diffuseurs. Je souhaite vivement que cette réforme puisse aboutir prochainement. Je tiens enfin à souligner que le CNC a amplifié son soutien au Conservatoire européen de l'écriture audiovisuelle. C'est une excellente nouvelle, une excellente décision pour favoriser, pour enrichir les phases d'écriture. Et je salue également la décision de la FEMIS d'accueillir à partir du mois de septembre prochain la première promotion
de sa formation à la création de séries. Je salue enfin la consécration d'un droit à la formation pour les scénaristes qui est intervenu en décembre 2012. Cela répond à une attente absolument légitime. Cela participe aussi pleinement à notre objectif de revaloriser le travail des auteurs, de l'adapter, de le moderniser grâce notamment à cette formation continue. Voilà, je n'ai pas pu être avec vous aujourd'hui à Fontainebleau. J'en suis navrée, mais comptez sur moi pour la prochaine édition en 2014 du festival Série et de la Journée de la Création. Et surtout, soyez assurés que le fruit de vos débats, de vos discussions d'aujourd'hui sera intégré à l'ensemble de nos travaux. Bon travail et à bientôt. Eh bien, il nous reste à remercier chaleureusement la ministre de cette allocution et surtout de la belle annonce qu'elle vient de nous faire, à savoir être avec nous l'an prochain pour la 11e édition. Merci à vous tous et bonne soirée.